Merci d'être de nôtre pour cette nouvelle émission. C'est pour nous une motivation supplémentaire de vous savoir de plus en plus nombreux à suivre cette économie, l'émission économique qui aide à comprendre comment décideurs, dirigeants et experts apportent chacun à sa manière la pierre à l'œuvre d'édification de l'Afrique émergente de demain. La semaine dernière, nous nous interrogeons sur la contribution de la petite agriculture familiale à nourrir l'Afrique, 1,2 milliard de bouches aujourd'hui, 2,4 milliards d'habitants en 2050. Nous nous demandons si la petite agriculture peut être ou devenir un vivier d'opportunités d'affaires capable de générer des emplois et participer à la réduction de la pauvreté. Car sur l'approche agricole, les avis sont partagés. D'aucuns penchent pour une agriculture industrielle, quand d'autres estiment qu'il faut adjoindre à cette agriculture extensive des unités familiales, productives, dynamiques, parce que souples, flexibles, susceptibles de faire face aux chocs économiques. Pour comprendre cette petite agriculture à laquelle on n'accorde pas toujours l'intérêt qu'il faut, nous recevons une fois de plus M. Pascal Pomarel, directeur général de l'IGAD, l'Institut gabonais d'appui au développement, qui pilote pour le compte de l'État, le PRODIAG, un vaste projet de petite agriculture, projet aujourd'hui dans sa phase terminale. Monsieur Pomarel, une question me vient à l'esprit. Est-ce que la petite agriculture peut nourrir son homme, peut faire du business en Afrique? Je vous remercie tout d'abord de cette question et je remercie aussi Canal 7 de me permettre de m'exprimer à ce sujet. Je tiens à justement affirmer que l'agriculture familiale, comme je l'avais terminé dans la phrase que j'avais mentionnée la dernière fois, lors de la signature de Livre d'Or. Voilà. Je pense que l'agriculture familiale est un métier d'avenir. C'est un métier d'avenir parce qu'il y a une possibilité pour cette jeunesse de retrouver une activité économiquement rentable dans son propre milieu. Et en termes de capacité de démarrage, est-ce que vous pensez qu'il est dans l'intérêt aujourd'hui des populations qui n'ont pas de boulot de se lancer dans l'agriculture familiale, la petite exploitation, plutôt que de rêver d'un grand projet qu'on ne peut pas réunir les moyens? Dans tous les cas, un homme doit nourrir sa famille. Donc, il doit tout faire pour pouvoir justement avoir les sources de revenus. L'agriculture n'est pas un métier du passé, l'agriculture est un métier d'avenir puisque, comme vous le disiez, la population présente en Afrique en général et dans le monde va énormément augmenter dans le siècle qui vient. Et cette population, elle va devoir être nourrie. Et dans les villages, on s'aperçoit que de plus en plus, les jeunes qui étaient partis dans les villes pour chercher un emploi reviennent dans les villages parce qu'ils ne trouvent pas obligatoirement ces opportunités d'emploi. Et donc, même si au départ, cette jeunesse avait d'autres ambitions, il faut qu'elle sache que réellement, l'agriculture doit leur permettre de vivre avec leur temps. Alors, quand vous analysez la petite agriculture familiale, en termes de résistance au choc, on voit l'effondrement des cours de matières premières, pensez-vous qu'elle peut servir de soupape aux économies africaines dans un contexte de crise? Mais bien sûr, la petite agriculture, d'abord, permet l'autosuffisance dans les villages qui vivent ces crises. Deuxièmement, elle permet à cette jeunesse qui, justement, parce qu'il y a eu une crise qui a entraîné quelquefois des débauches dans certaines entreprises, de se réinsérer socialement dans une économie qui doit leur permettre de progresser. Donc, c'est quelque chose que la jeunesse doit le voir pas comme une activité par dépit, mais réellement une opportunité, parce qu'on est à un moment
où les filières sont en train de se développer et vont permettre ainsi de réellement entrer dans une économie de marché. Alors, vous parlez justement d'économie de marché. Pensez-vous, et là vous me dites, il ne faut pas qu'elle soit perçue, cette petite agriculture, comme une économie de dépit, c'est-à-dire une roue de secours quand on n'a plus rien à faire dans la vie. Vous, selon vous, comment voyez-vous la gestion, à partir de votre expérience, la gestion de ces petites entreprises? Est-ce que vous encadrez, et là on va rentrer dans le sujet de cette émission, le Prodiag, est-ce que vous accompagnez à la formation, vous accompagnez ces exploitants à devenir des véritables entrepreneurs? Alors, bien sûr que vous parliez de gestion. Pour pouvoir bien développer son entreprise, il faut maîtriser qu'est-ce que l'on a dépensé, quel est le temps que l'on a passé. Il y a tout un ensemble de gestion de l'activité, qu'elle soit au niveau des moyens de production, qu'elle soit au niveau des ressources humaines, qu'elle soit au niveau des, engagements financiers qui devront être faits pour cette culture. Donc, pour ce faire, bien sûr que nous avons tout un programme de formation qui vise à renforcer leurs capacités et nous accompagnons ces formations d'outils de gestion et ces outils, nous accompagnons aussi leur développement sur le terrain. Alors, on a constaté au niveau de l'IGAD que vous avez justement développé des outils pour apprécier la rentabilité des filières, de certaines filières, de certains segments d'activité. Le maraîchage aujourd'hui, combien peut-il rapporter en termes d'itinéraire technico-commercial? Le maraîchage, il y a encore un an, on parlait de 370 000. Maintenant, on parle plutôt de 450 000. Donc, vous voyez qu'on estime... Sur quelle période? Par an, par mois. Par mois. Donc, c'est une activité qui, permet réellement de bien gagner sa vie. Et si vous regardez au niveau d'Ali Bandeng, le président de la coopérative, il est tout fier de montrer que ses enfants ont pu faire des études, que depuis qu'il est installé, il en est déjà à sa 5e voiture, qu'il a construit sa maison. Donc, c'est une activité qui lui a permis réellement d'être fier de l'avenir qu'il pouvait offrir à sa famille. Alors, pour avoir ce type de revenu et ce niveau de vie, comme vous le disiez tout à l'heure, quelle peut être la taille minimale d'une exploitation maraîchère pour qu'elle soit rentable? L'exploitation maraîchère type sur lequel nous avons fait ce type de calcul, c'est 1000 m². 1000 m². 1000 m² qui sont répartis après en petites planches sur lesquelles les gens font des activités. Il y a une vingtaine de produits maraîchers qu'ils peuvent développer sur l'ensemble de l'année. Et ces cultures se font en fonction et des marchés et des prix de revient, et puis aussi, bien sûr, du climat, parce que certaines cultures sont plus propices en période humide ou en période sèche. Alors, abordons un peu une autre filière, le vivrier. Oui. La culture de banane ou de manioc. À combien estimez-vous, d'après vos calculs, votre expérience, sur une taille moyenne, on va dire, petite taille, le revenu de l'exploitant? Nous, le calcul s'est fait au départ sur la base de 1 hectare. Sur la base de 1 hectare, nous avons un revenu moyen mensuel qui est autour de 380 000 si on rassemble l'ensemble des revenus et qu'on les répartit mensuellement. Donc on est à peu près à 380 000 de revenus. Ce que je voulais dire, c'est que le Prodiag et l'État, pour chaque agriculteur qui a été installé sur 1 hectare, a 2 hectares de réserve qu'il peut petit à petit agrandir. Et donc, ces revenus vont aussi progressivement se développer. Alors, parlons un peu de l'élevage. Une autre filière, une troisième filière, l'élevage porcin, par exemple. À combien estimez-vous les revenus pour les statistiques que vous avez au niveau de l'IGAD? Alors, les capacités d'un élevage, parmi les petites activités familiales,
sont celles qui peuvent le plus rapporter, puisqu'elles peuvent générer un revenu d'environ 850 000 par mois, mais ce sont aussi les activités qui nécessitent le plus grand suivi et pour lesquelles il y a besoin aussi d'avoir un fonds de roulement qui n'est pas apporté par le Prodiag pour pouvoir nourrir les animaux, les soigner, racheter les reproducteurs. Donc, il faut avoir une bonne capacité de gestion et une bonne capacité initiale pour pouvoir mettre en valeur les infrastructures que l'État, par l'intermédiaire du Prodiag, met à leur disposition. Alors, la crainte pour les producteurs peut être aussi de savoir si en aval, l'exploitant, l'entrepreneur agricole peut écouler sa marchandise, sa production. Au niveau de Libreville, à partir du système d'information du marché, pensez-vous que les produits se vendent bien à partir de ces tailles? Alors, au niveau des produits maraîchers, il n'y a vraiment aucun problème. La demande existe. Et la demande existe. Ce ne sont pas les maraîchers qui se déplacent, ce sont les revendeurs qui viennent sur place tous les matins. Si vous venez sur les sites, à partir de 5-6 heures du matin, il y a déjà des commerçants qui viennent acheter en gros les produits pour après les mettre sur les étals. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Au niveau des élevages, potentiellement, il y a une forte demande puisque j'allais dire que Libreville représente 90% de la population qui achète de la viande. Et dans cette population, il y en a tout un certain nombre qui veulent des garanties. Et ces personnes-là, jusqu'à présent, vont quelquefois plutôt dans les grandes surfaces dans lesquelles ils ont de la viande qu'ils pensent de qualité contrôlée. Et donc, ils sont prêts quelquefois à payer plus cher, mais pour avoir de la qualité. Quand vous parlez de garantie, à quoi faites-vous référence? La garantie sanitaire de la viande qui est produite. Et il est vrai qu'au niveau du pays, il y a un gros problème de présence d'un abattoir aux normes qui permettrait petit à petit à ces éleveurs de pouvoir avoir accès à ces centrales d'achat qui sont quelquefois difficiles d'accès parce qu'elles-mêmes, à partir du moment où elles ne maîtrisent pas tout le cycle, ont des réserves. Donc il est important, comme le met souvent en avant l'ACOPA, que petit à petit ce contexte soit créé. L'ACOPA, c'est l'agence de collecte et de commercialisation de produits agricoles au niveau du Gabon. Exactement. Vous, au niveau de l'IGAD, est-ce que vous garantissez la qualité de la viande de vos exploitants, les exploitants qui sont installés sur les périmètres maraîchers suivis par l'IGAD? Alors nous, ce que nous garantissons, c'est de donner une information et une formation sur le bon itinéraire technique, sur l'approvisionnement des produits phytosanitaires qui sont utilisés pour montrer qu'il y a des magasins agréés qui sont susceptibles de vendre des produits qui sont autorisés. Je vous rappelle, après que le contrôle ne relève pas de nous. Le contrôle, c'est l'AGASA qui est chargée de ce contrôle parce que vous savez qu'on ne peut pas mélanger le conseil et le contrôle. Quand vous voulez mélanger les deux, obligatoirement, celui à qui vous êtes chargé de donner des conseils ne vous écoute plus de la même façon parce qu'il pense que vous venez le contrôler. Et c'est très difficile après de faire passer un message. C'est pour ça que cette séparation est très importante. Alors, on retient quelques chiffres. Sur une parcelle de 50 mètres de long sur 20 mètres de large, on peut, au niveau de Libreville, pour ce qui est de la culture maraîchère, avoir 450 000. Pour le petit élevage, on peut atteindre des chiffres de 850 000 par mois. Le Prodiag a exécuté le programme en 2015. Essayons un peu de voir de manière globale les objectifs de ce programme. Quel était le contexte
cette année? Quelle était la vision cette année? Alors, cette année, c'est-à-dire qu'il y a eu un ensemble d'objectifs qui ont été mis, qui progressent annuellement, mais pour lesquels ce ne sont pas les objectifs annuels qui comptent, ce sont les objectifs de la Convention. Donc, dans le cadre du maraîchage, c'est 140 maraîchers que nous devons installer dans l'ensemble du pays. Dans le cadre des éleveurs, c'est actuellement 33 éleveurs. Au départ, cela devait être 39, mais il y a eu une diminution parce que nous nous sommes rendus compte que pour développer la production, l'élevage à l'intérieur des provinces, il fallait améliorer l'accès à la nourriture. Nous allons parler tout à l'heure, c'est le projet de crevanderie, je crois, de l'IGAD. Vous avez énuméré tout à l'heure quelques objectifs. Finalement, vous êtes réunis le 20 novembre dernier à Libreville pour essayer de faire le point de l'exécution du PRODIAG au 30 novembre. Quelles sont les principales conclusions? Quelles observations faites-vous de l'exécution de ce projet? Alors, c'est un projet qui, au départ, avait pris du retard, comme on l'avait vu la dernière fois, lié au problème de trouver du foncier et la main-d'œuvre qui était intéressée pour s'investir. À partir du moment où la production a commencé à être là, que les gens ont vu dans les villages qui n'étaient pas dépossédés du foncier, mais simplement qu'on garantissait une formation sur un site donné qui continuait à être sur place et à leur appartenir. Donc maintenant, les demandes viennent et nous sommes dans une phase très active de mise en œuvre. Donc la fin du PRODIAG cette dernière année doit permettre d'atteindre l'ensemble des objectifs qui étaient fixés. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres du taux de réalisation, du taux d'exécution? Vous parlez tout à l'heure de 140 exploitants maraîchers à mettre en place. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir comme ça quelques chiffres? À quel niveau sommes-nous aujourd'hui? Alors, il y a deux activités pour lesquelles nous avions pris énormément de retard parce que ces deux activités sont dans la zone de l'estuaire et que le problème pour trouver des nouveaux espaces fonciers a été très difficile à lever. Quelles sont ces activités? C'est le maraîchage et l'élevage, puisque c'est sur le même site que nous avons maraîchage et élevage. Donc, au niveau de l'élevage, l'État, au niveau du ministère de l'Agriculture, a pu débloquer un espace à Acoc dans lequel il va y avoir 11 élevages. Au niveau du maraîchage et toujours aussi de l'élevage, à Okolassi, avec l'appui de l'État, toujours à travers le ministère de l'Agriculture et d'autres partenaires, nous avons pu avoir un autre espace qui est en train d'être aménagé. Enfin, il y a un troisième espace avec la municipalité d'Akanda. Et cette municipalité a mis pratiquement 2 ans pour arriver à trouver un espace, puisque le problème, c'est que dès que l'on sort, on est très vite dans des zones protégées. Donc, dans le cadre de son plan d'extension, il était prévu que certaines zones pouvaient être déclassées. Donc, mais tout cela faisait intervenir la NPN, l'urbanisme, et cela a mis un certain temps. Mais justement, avec l'appui du ministre de la fonction publique, qui est aussi de cette zone, nous avons pu débloquer cette situation et nous sommes en train de passer au lancement. Donc, en termes d'exécution pour le maraîchage, nous étions à peu près à 40%, mais au jour d'aujourd'hui, pratiquement tous les marchés sont en train d'être lancés. Vous voulez dire que d'ici quelques mois, on pourrait voir ce taux augmenter Exactement. Moi, j'ai bon espoir pour que d'ici fin mars, nous soyons à 100%. À 100%. Quand vous dites quelques marchés ont été lancés, à quoi faites-vous allusion? Alors, c'est les marchés d'aménagement du site d'Okolassi. Donc là, actuellement, les entreprises sont sur place. Il y a sur les mêmes sites des appels d'offres qui sont lancés pour les constructions de bâtiments d'élevage.
il y a des appels d'offres pour les bâtiments d'élevage à Akok qui sont lancés. Et puis, sur Akanda, nous sommes, alors pas au niveau de lancement de l'appel d'offres, mais nous sommes au niveau du montage du dossier technique pour justement élaborer l'appel d'offres d'aménagement du site. L'appel d'offres, qui peut soumissionner? Quelle entreprise, quel entrepreneur peut soumissionner? Quelles sont les conditions en fait? Alors, ce sont bien sûr des entreprises qui, sont reconnues, qui sont en règle avec l'administration. Et la plupart du temps, ce sont des entreprises qui, doivent justifier déjà deux procès-verbaux de réception d'activités identiques pour garantir une certaine bonne exécution. Alors, certaines filières, on va prendre comme ça les filières les plus rentables qui rapportent un peu plus, l'élevage. À quel taux d'exécution se trouve aujourd'hui le projet Prodiag? L'élevage était, comme je vous le disais, la deuxième des activités pour lesquelles le taux d'exécution était très bas, puisque nous en avions 5 sur 33. Mais là encore, tous ces élevages sont actuellement en cours d'appel d'offres. Donc, cela dépend maintenant de la rapidité des entreprises, mais là c'est pareil. J'ai très bon espoir que d'ici la fin du mois de mars, le taux avoisine les 100%. Au niveau des LIGAD, quelle est la cible que vous préférez voir comme éleveur? Quel est le profil de l'éleveur souhaité par l'IGAD? Mais l'IGAD s'intéresse toujours à réinsérer socialement une jeunesse dans le circuit économique en lui montrant qu'il y a une activité économiquement rentable. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de l'élevage, il faut aussi que cette jeunesse qui était un petit peu en marge ait aussi certains appuis de la part sûrement un peu de leur famille et autres, parce qu'il y a tout le lancement de l'activité, hein, l'État apporte les investissements, mais tout le fonds de roulement nécessaire à cette activité relève du bénéficiaire. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes Gabonais qui nous suivent à travers cette émission peuvent encore prétendre à être des bénéficiaires à ce projet? Au jour d'aujourd'hui, comme je vous le disais, puisque nous sommes pratiquement aux passations de marché pour l'ensemble des activités, il y a plus qu'au niveau du vivrier pour lequel il y a encore certains dossiers qui sont toujours à l'étude. Mais toutes les autres actions, les appuis sont déjà identifiés et sont à différentes phases de la mise en œuvre. Alors, explique davantage, quand vous faites référence au vivrier, c'est un peu plus vaste. Oui. Quelle plante exactement? Quel type de planteur? Quelle plante? Quelle spéculation? Alors, au niveau des vivriers, jusque-là, nous pensions à deux choses principalement, qui étaient la banane et le manioc. Vous disiez qu'on en reviendrait tout à l'heure, mais je suis obligé d'en parler un petit peu là-dedans. Compte tenu de la construction de Provenderie, nous avons aussi commencé, mais à toute petite échelle, parce que, vous savez, et c'est pour ça que c'est très important qu'un pays conserve son agriculture et son savoir-faire, parce qu'à une époque, le Gabon produisait beaucoup de maïs et le transformait aussi sur place dans le cadre d'unités semi-industrielles ou industrielles. Ce savoir-faire a disparu et nous sommes obligés de repasser par une appropriation parce que ce n'est pas dans les livres qu'on apprend les choses. C'est sur le terrain. C'est sur le terrain et c'est pour ça que c'est très très important que ce savoir-faire perdure. Alors, quand vous parlez de petites surfaces de production de maïs, de culture de maïs, autant pour moi, vous faites allusion à quelle superficie à peu près? Là, pour le moment, sur l'ensemble des deux sites, on a prévu une quinzaine d'hectares de maïs et à peu près, je crois, 6 hectares de soja. Donc, il faut le voir à l'échelle expérimentale parce que la Provenderie elle-même est une unité un petit peu expérimentale. Autant des pays voisins ont ce type de petite provenderie parce que nous ne sommes pas dans l'industriel. Nous sommes vraiment dans la petite provenderie qui est gérée toujours par
un petit groupement, une association ou une coopérative. Nous allons aborder les questions de provendairie et peut-être aussi de l'appui aux exploitants indépendants parce que là aussi, il n'y a pas que ceux qui veulent se réinsérer, mais il y a les exploitants indépendants qui sont peut-être aussi déjà en activité, qui veulent voir ce qu'ils peuvent attendre, qui veulent entendre de vous, ce qu'ils peuvent bénéficier de l'IGA, du PRODIAG. Mais avant de continuer, nous allons marquer juste une pause et nous nous retrouvons juste après. Vous êtes toujours sur cette économie et le thème c'est le PRODIAG et la petite agriculture, partie 2. Nous recevons toujours notre invité, M. Pascal Pomarel, directeur général de l'IGAD, l'Institut gabonais d'appui au développement, qui pilote pour le compte de l'État gabonais un projet de petite agriculture, le PRODIAG, projet d'investissement agricole du Gabon. Et avec M. Pomarel, nous sommes en train de voir les opportunités d'affaires pour ce type de culture, les opportunités d'affaires que recèle la petite agriculture. Au niveau du PRODIAG, y a-t-il un volet appui aux exploitants indépendants? Oui, bien sûr qu'il y a un volet appui aux exploitants indépendants. Ce volet-là est directement issu de l'expérience qu'avait menée le PADAP dans ses phases précédentes, où on avait... Le PADAP était un ancien projet de l'IGAD. C'était un autre projet du ministère de l'Agriculture qui avait été conduit de 2005 à 2010. Et à ce moment-là, on ne travaillait qu'avec les indépendants. Et lors de la dernière émission, j'avais expliqué pourquoi nous étions venus sur de l'appui à des endroits groupés. Mais heureusement, dans les indépendants, il y a des agriculteurs qui ont pu mettre en valeur les appuis qui ont été reçus. Qu'est-ce que, dans le cadre d'indépendants, avant que vous ne continuiez, oui. Dans l'entendement de l'IGAD, c'est quoi un exploitant indépendant? Alors, un exploitant indépendant, c'est un exploitant que l'on n'installe pas sur un site groupé, mais que l'on installe, que l'on appuie chez lui. Donc, cela sous-entend que cet appui développe une activité qu'il a déjà en place. Donc, le souhait du ministère dans ce type d'appui n'est pas de diminuer la pénibilité du travail. Ça, ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier du PRODIAG et de l'État à travers le PRODIAG, c'est l'augmentation de la production. Donc, lorsqu'un exploitant a un niveau de production, un exploitant indépendant, il doit obligatoirement passer à un niveau de production supérieur. Comment vous l'accompagnez dans cet objectif d'augmentation de la production? Alors, cet objectif, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est l'exploitant lui-même qui vient avec un dossier et qui va nous montrer que dans ce dossier, voilà ce que lui fait. Dans le cadre d'indépendant, les montants sont aussi inférieurs parce que l'État estime qu'il a déjà des revenus et donc on complète son effort. Jusqu'à quel niveau pouvez-vous aller dans le complément de l'effort? Quel niveau financier? Au niveau des périmètres vivriers, du vivrier, je veux dire, c'est autour de 2 millions, 2 millions et demi. Sous quelle forme? En nature? En liquide? Comment vous faites? Non, il n'y a jamais d'argent liquide qui est donné. Ça peut être des équipements. Quand je disais pas de trucs qui diminuent la pénibilité du travail, ce n'est pas, par exemple, un exploitant qui demanderait une tarière pour faciliter la mise en place de ces bananiers. Nous ne pouvons
pas lui acheter une tarière si de son côté, il n'a pas un projet d'extension de sa bananerie. Donc, il doit, sa contrepartie à lui, ça va être de dire, voilà, moi, vous apportez l'équipement, moi, je vais faire 1 hectare ou 2 hectares de bananiers. Hein, il doit y avoir un bout de notre appui. Cet appui, ça peut être cela, ça peut être de l'appui à l'aménagement. De notre côté, dans l'appui aux indépendants, nous n'avons aucun kit, contrairement aux indépendants où la production, l'activité est tout à fait nouvelle, donc c'est tout un kit qui est apporté. Dans le cadre de l'appui aux indépendants, il n'y a pas de kit, c'est une appréciation au cours d'un diagnostic, dans le cadre d'une discussion avec le producteur, où nous voyons avec lui quel est son plan de développement, et finalement, passer de la petite exploitation familiale à déjà un petit stade d'entrepreneur. Il devient, dans le cadre de ces agriculteurs-là, on les aide à être des petits entrepreneurs. Petits entrepreneurs. Il y a aussi au niveau du Prodiagre des projets que vous avez dit qu'on peut situer en amont de la filière, tels que l'acquisition des semences, tels que aussi l'acquisition des aliments pour les éleveurs. Quel est aujourd'hui, en 2015, le taux d'exécution de ce projet, par exemple pour ce qui est de la multiplication des bananes et pour ce qui est de la provenderie? On en parle juste. Alors, vous parlez au niveau de l'amont, l'installation d'ateliers PIF pour mettre en place des reproducteurs de rejets. Voilà, des reproductions de rochers. Nous sommes actuellement à peu près à 80% d'installation de ces ateliers de multiplication. Et ces ateliers de multiplication, rappelons-le, permet à partir d'un bulbe, puisque traditionnellement les gens plantaient des rejets, voilà, ce bulbe-là permet de sortir à la fin 10 à 12 rejets qui feront chacun un plant. Et par les traitements, nous faisons en sorte aussi d'avoir des plants sains pour éviter de multiplier des maladies qui pourraient y avoir. Aujourd'hui, est-ce que ce volet avance parce que il nous revient que certains exploitants indépendants, par exemple, veulent acquérir de la banane, veulent augmenter les superficies, mais n'ont pas toujours accès à la sémence? Alors, les ateliers se sont quand même pas mal développés et dans les provinces, les gens commencent à avoir connaissance de ces ateliers et à aller acheter chez ces producteurs locaux. Vous savez, le problème, c'est que cette technique, elle n'est pas encore très connue. Est-il un frein, le fait de ne pas trop connaître la technique? Oui, parce qu'un agriculteur qui n'a jamais vu un vivoplan, lorsqu'il voit ce petit plant sans aucune réserve, il pense que vraiment, ça ne donnera rien. Et c'est quand il voit des champs qui sont venus à la production chez un de leurs voisins qui se dit « Mais c'est à partir de cette petite fleur-là que tu as fait ce plant ?» Et il faut que les gens, petit à petit, prennent confiance dans cette technique, parce que c'est vrai que quand on les voit en pépinière, on a affaire à des tout petits plants qui semblent chétifs et pour lesquels certains agriculteurs, pour le moment, n'ont pas totalement confiance. Est-ce que ces ateliers de multiplication de vivoplans, de petits rejets de bananiers, vont être étendus sur l'ensemble du territoire national? Déjà, il y en a dans toutes les provinces, oui. Ils se font en fonction des bassins de production où la banane est le plus demandée. Donc, au fur et à mesure qu'on estime que les besoins dépassent, la demande dépasse la capacité de production, on voit comment installer d'autres producteurs. Mais il faut savoir que ces ateliers qui
ont des capacités de 6 000 plants par an, mais lorsque sur place il y a de la demande, mais les gens ont des capacités pour après eux-mêmes investir, parce que c'est un investissement de base qui n'est pas très élevé, et le même qui au départ a eu un appui pour un atelier PIF de 6 000 plants peut facilement doubler, tripler, quadrupler sa production sur place sur la base des revenus générés par son activité. Est-ce que le revenu justement qu'obtient le multiplicateur de pions, le sémencier on va dire, est-il important pour encourager cette activité? Cette activité permet à l'exploitant de générer un revenu d'environ 240 000 par mois, ce qui est très important parce qu'il faut voir que c'est une activité qui ne prend pas beaucoup de temps. Donc ce n'est pas une activité à temps plein, c'est une activité qui permet de générer, une fois que la pépinière et les rejets sont en place, l'arrosage va durer peut-être 1 heure par jour. Dernière préoccupation concernant la multiplication des rejets de bananiers, des vivoplants. Quel est le coût d'acquisition d'un plant, le coût moyen aux sorties de l'atelier? Alors, actuellement, les prix de vente dans les provinces par ces petits producteurs sont d'environ 500 francs. Il faut savoir qu'au niveau de l'importation, ces plants sont achetés à 800 francs, sans compter les coûts pour transporter de Libreville dans les provinces. Donc, pour le moment, les gens vendent à petit prix parce qu'il faut le temps que la confiance se fasse. Mais donc, malgré ce petit prix, on voit qu'il y a des revenus très intéressants et c'est donc une activité qui est amenée à avoir des revenus par producteur qui vont augmenter dans les années qui viennent. Alors, vous avez parlé d'encourager l'élevage. Il reste qu'au niveau du Gabon, le coût de la provente de l'aliment pour bétail est élevé. Et vous avez, au niveau de l'IGAD, pensé à la mise en place des petites unités de provenderie. Comment cela va fonctionner? Alors, c'est une petite provenderie qui va s'appuyer sur une production au départ de quelques hectares de maïs et de soja qui sont conservés sur place. Par ailleurs, la coopérative qui va gérer cette provenderie va devoir acheter au niveau de la capitale ce qu'on appelle les compléments minéraux vitaminés qui sont à rajouter pour avoir une alimentation équilibrée. Pensez-vous que le maïs qui sera cultivé, que vous avez encouragé, et le soja cultivé au Gabon sont de bonne qualité, de manière à obtenir un produit final de bonne qualité? Je vous l'ai dit tout à l'heure, le problème, c'est que c'était des activités qui étaient très développées et pour lesquelles le savoir-faire a disparu. Donc c'est pour ça qu'on relance à petite échelle pour se réapproprier ce savoir-faire. Mais il n'y a aucune raison, ce n'est pas la localité qui fait qu'un produit est de bonne qualité ou de mauvaise qualité, c'est l'itinéraire technique. Donc à partir du moment où on le maîtrisera, eh bien, on va offrir des produits de qualité sur place. Selon vos prévisions, quelles sont les quantités que vous projetez de générer à partir de cet atelier? Je veux dire, quelles sont les quantités d'aliments et des types d'aliments? Uniquement du porcin, de l'élevage, du lapin? Quelles sont les différentes composantes des aliments que vous prévoyez? Alors, pour le moment, les 2 élevages que nous suivons, ce sont les pondeuses et les porcins. Mais cela dit, une provenderie n'est pas orientée vers les activités de l'IGAD. La provenderie, elle a pour vocation d'alimenter tout producteur, tout éleveur d'un milieu donné. Et nous en avons 2 qui sont prévus, une dans le Haut-Ogooué, l'autre dans l'Angounié. Mais nous pensons même que leur rayonnement va, dans un premier temps, dépasser le cadre de ces provinces. Donc, le problème actuel
n'était pas simplement un problème de cherté, mais c'est plutôt un problème aussi de disponibilité en permanence de la ressource. Parce que à partir du moment où vous n'aviez qu'un site pour acheter, lorsque ce site connaît pour des raisons diverses, ça peut être une pénurie sur le marché mondial, etc., puisqu'ils s'approvisionnent pour fabriquer leurs provendres sur le marché international. Donc, s'il y a des périodes de pénurie, cette pénurie se retrouve à leur niveau. Pensez-vous que le coût final de l'aliment pour Vendéry, on va dire entre parenthèses IGAD, sera égal ou inférieur à celui du marché? Parce que l'une des questions, c'est la cherté de ce produit sur le marché. Sur le coût final, au jour d'aujourd'hui, je ne peux rien garantir. Souvent, on se dit que produire sur place diminue certains coûts. Bon, le principal coût, je pense, qui sera diminué, c'est le coût du transport. On est plus proche du consommateur, donc il y a déjà ce transport qui est vu à baisser. Deuxièmement, à partir du moment où vous voyez un achat au niveau de la SMAG, vous n'allez pas acheter un sac. Vous allez devoir faire venir tout un camion et donc vous allez devoir gérer une trésorerie beaucoup plus lourde. Donc, déjà... Donc, si on comprend bien, les Provenderies vont permettre de baisser les coûts de transport des aliments du site d'élevage par rapport au site d'acquisition. Et de l'autre côté, amenuire tout ce qui est lié à la logistique, aux tensions de trésorerie au sein des petits éleveurs. Exactement. Pour le reste, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas se projeter dans la mesure où on est justement, au niveau de ces deux provenderies, nous sommes dans des provenderies expérimentales pour collecter les données technico-économiques. Les données que l'on peut collecter au Cameroun ne seront pas les mêmes qu'ici. C'est pour ça qu'il fallait... Mais est-ce que vous vous êtes inspiré des modèles camerounais? On s'est inspiré dans ces petites provenderies sur des modèles camerounais, sachant qu'au Cameroun, par exemple, ils font très peu, dans ces petites provenderies, la production de soja. Ils importent plutôt le soja et ils produisent le maïs. Donc ici, on a voulu aussi aller vers la production de soja. Ça veut dire que la provenderie va aussi générer deux types d'activités qui vont aussi être des activités expérimentales. La première, c'est que vous savez qu'on n'utilise pas directement le soja, mais le tourteau de soja. Donc, on va devoir déjà extraire l'huile et donc mettre en place une petite huilerie. Deuxièmement, le maïs, vous savez que quand on le récolte, il est à un degré d'humidité qu'on ne peut pas conserver. Il faut le sécher. Il faut donc le sécher. Et on a donc construit des séchoirs qui vont servir non seulement à sécher le maïs, mais la production, surtout les premières années où nous avons une production de céréales qui est réduite, ces fours vont peut-être, pour l'activité, fonctionner qu'un mois, mais le reste du temps, on peut sécher toutes sortes de produits. On va pouvoir sécher du manioc, on va pouvoir sécher du poisson, etc. Donc, multi-usage. C'est un truc multi-usage et pour lequel aussi ces deux, on les appelle provenderies, mais c'est en fait des centres de production multiservices. On l'a compris, M. Pomarel, il nous reste en moins d'une dizaine de minutes. Nous allons aborder un élément important du PRODIAG, c'est la mécanisation, c'est le rêve de la mécanisation. Traditionnellement, c'est les outils pénibles. Et vous, au niveau du PRODIAG, vous avez pensé à mécaniser, à apporter les machines dans la pratique agricole. À quel niveau nous situons-nous aujourd'hui? Alors, d'abord, cette mécanisation n'était pas prévue initialement dans le PRODIAG et c'est à la mise en œuvre des activités que nous avons analysé les causes de désistement et dans ces causes de désistement, la pénibilité du travail en faisait partie.
et ce qui a amené à la volonté justement de réorienter certains types d'activités pour tester justement deux types de mécanisation. Il y a le premier. La première, c'est la petite mécanisation comme les tarières à moteur qui doivent permettre de faire les trouaisons des bananiers non seulement à un rythme beaucoup plus rapide, mais aussi avec une pénibilité du travail inférieure. Et cette mécanisation, on est en train bien sûr de relever les données technico-économiques au fur et à mesure qu'on développe les tarières pour voir, mais si on amortit cet équipement... L'énergie qui va faire fonctionner les tarières, elle est mécanique, elle est humaine, elle est... Non, ces tarières, c'est comme des moteurs de tronçonneuse. Hein. Donc, ce sont des moteurs d'essence. Et il y a deux personnes qui tiennent la tarière et on fait des trous avec ces tarières. Bon, mais au départ, il y a un coût d'achat, mais si on regarde le coût de la main-d'œuvre que les gens doivent payer pour faire la trouaison, c'est bien supérieur à ce que peut faire une tarière lorsqu'on l'amortit sur un certain nombre d'années. Opérationnellement, comment ça fonctionne? L'IGAD va acheter des tarières ou vous mettez les appareils à disposition des planteurs? Alors, pour la tarière, pour nous, c'est en même temps une activité structurante. C'est-à-dire que petit à petit, nous amenons les agriculteurs à s'organiser en coopérative et la tarière devient un des éléments structurants de cette coopérative puisqu'ils vont avoir à gérer un équipement commun. Un outil commun. Voilà. Et le deuxième type de mécanisation, vous avez parlé de deux types. Alors, le deuxième type de mécanisation, c'est la grosse mécanisation. Cette grosse mécanisation, nous la développons déjà en partie dans les zones de savane, principalement au niveau de l'Angounier et de la Nyanga, mais elle ne concerne pratiquement que l'aménagement initial, c'est-à-dire le débroussage, voire le premier labour. Le premier labour. Bon, et là aussi, maintenant, ça va fonctionner en mode coopérative. Alors, là, disons que à partir du moment où on a des périmètres groupés, la mécanisation est plus facile pour être développée parce que vous savez qu'un tracteur, on ne peut pas en avoir sur tous les exploitants. Donc, pour le déplacer, il est intéressant qu'il puisse toucher une surface assez importante. Ça diminue les coûts d'amener et du repli du tracteur. Si vous l'amenez, le faites repartir pour 1 hectare, ça devient très cher. S'il vient pour 10 ou 15 hectares, dans ce cas-là, les coûts de ce transport sont partagés et ça devient intéressant. Le bénéfice de coût d'échelle. Voilà. Mais ce n'est pas ce que je disais, c'est que cette grosse mécanisation, nous allons aussi la développer pour des activités novatrices. Telles que enfin, je veux dire, des tâches novatrices plutôt. C'est-à-dire que, par exemple, nous avons commandé aussi des planteuses à manioc. Donc, pour le moment, derrière le labour, la plantation se faisait à la main. Là, maintenant, nous allons aussi tester à l'échelle, à notre niveau, puisque ce type d'équipement va être acheté d'un côté en expérimentation sur notre centre de recherche au niveau de Matoto, à côté d'Ntoum, et de l'autre côté en milieu réel au niveau de l'Angounier, dans lequel pour le moment c'est là où il y a les actions, les champs qui permettent ce type de mécanisation. Le deuxième type de nouvelle action aussi testée avec cela, c'est les semoirs pour le semis sur couvert végétal. Donc ça aussi, ce sont des équipements que nous ne maîtrisons pas. Il faut savoir que même en Europe, ce sont des types d'équipements qu'on ne connaît pas tellement parce que ce n'est pas encore des techniques très développées. Et ce sont des techniques qui nous viennent du Brésil. Quel délai vous accordez-vous? On sait que le programme, il vous reste très peu de temps
pour que le Prodiag 2010-2015 s'achève. Est-ce que vous pensez que toute cette expérimentation mécanique, de mécanisation, peut se faire dans le temps qui reste? Alors là, ça sera, comme on le disait, un essai qui doit nous permettre quand même d'identifier l'intérêt. Et justement, le but, c'est qu'après, il y ait une offre de service qui puisse montrer une autre étape à ce que pourrait être une suite au Prodiag, qui est bien sûr dans le cadre d'une complémentarité avec le programme Graines, qui est le programme phare de l'État, mais qu'il y ait cette complémentarité entre ces types d'actions. Alors, il nous reste 2 minutes, 2 questions. La première question, c'est quel est le frein principal à la mécanisation? Nous produisons, par exemple, au Gabon, nous ne produisons pas de machines. Est-ce que le fait d'importer n'alourdit pas ou ne permet pas de perdre le temps? Alors, il y a des équipements que vous ne produisez pas, mais sachez que, par exemple, pour les provenderies, tous les équipements sont prévus et sont conçus en relation avec le Sénarest et des petits entrepreneurs sur place pour pouvoir les fabriquer sur place et les adapter aux besoins locaux. Donc, pour certains types d'équipements, déjà, nous voyons des productions nationales. Pour d'autres types de mécanisation qui n'est pas encore présente ici et pour lequel le savoir-faire est plus compliqué pour être développé localement, eh bien, c'est vrai que le problème que vous dites est réel. Ainsi, pour les tarières, nous avions passé au mois de juillet un appel d'offres pour avoir une acquisition de 15 tarières. Ce marché a été attribué en août, mais dans le pays, il n'y avait que 4 tarières disponibles, et c'est que vers le mois de janvier 2016 qu'on aura les autres tarières. Nous, on aurait aimé pouvoir faire la campagne de septembre, octobre, novembre, décembre là, avec ces tarières. On a été obligé de tourner avec les 4 tarières, donc de ne pas les affecter à une coopérative, mais que ce soit tournant à l'intérieur des provinces pour pouvoir répondre aux problèmes. Merci, M. Pomarel. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est terminé. Chez les téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci, nous espérons vous avoir éclairé sur les questions de la petite agriculture. À la semaine prochaine et suivez le programme de Canal 7.